Monsieur, bonjour, vous êtes prêts? Nous aussi, vous êtes sur WebInfo TV, vous êtes les mieux accompagnés sur les nets, surtout les mieux informés sur les nets, sur YouTube. Bienvenue à regarder cette nouvelle production d'entretien qui reçoit aujourd'hui un homme humanitaire, un homme chercheur dans le développement. Il est également celui qui gère beaucoup d'entreprises, surtout dans la finance. On l'appelle Monsieur Tito Kazadi, qui est ensemble avec nous sur ce meilleur plateau de WebInfo TV. Monsieur Tito, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de WebInfo TV. Oui. Nous avons annoncé que c'est vous qui serez notre invité de cet avant-midi. Dites-nous d'abord l'actualité qui vous a marqué durant cette semaine qui vient de s'écouler. Oui, tout à fait. Ce qui nous a tous marqué et ce que nous observons sur terrain, c'est la prise de Walikale par le groupe, le mouvement M23. Massissi Centre. Massissi Centre, voulais-je dire. Donc, c'est une actualité qui est toujours à la une avec tout le monde. Tout le monde se pose la question comment le gouvernement congolais va se comporter face à cette prise. Quelle sera les stratégies du gouvernement congolais? Est-ce que le gouvernement congolais va encore déployer, renforcer encore la défense pour qu'il puisse encore récupérer cette territoire-là qui est prise par les groupes armés? Je vous rappelle que Nyiragongo et Rutshuru également sont pris. Tout à fait. La majorité des territoires, c'est contrôlé par le mouvement M23 actuellement. Nous restons avec trois. Donc nous restons avec les territoires de Beni, les territoires de Butembo, oui. Beni Lubero, les territoires de Lubero et les territoires de Walikale. C'est trois seulement qui nous restent. Tout à fait. Comment est-ce que vous sentez intérieurement? Bon, en tant que patriote, on est touché par cette question-là parce que normalement on ne peut pas être humilié à ce niveau-là. Nous avons une armée très forte, mais il y a un petit souci sur le plan organisationnel et sur le plan aussi tactique et sur le plan aussi de la planification de cette guerre, parce que la guerre prend du temps pour réussir la guerre. Et il faut toutefois prendre beaucoup d'études sur l'ennemi ou sur l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire a et qu'est-ce que l'adversaire peut avoir comme tactique ou technique. Comment l'adversaire aussi développe sa technologie de guerre, parce qu'actuellement la guerre n'est plus la question de l'effectif, mais c'est la technologie par rapport à ça. Et donc le gouvernement congolais a beaucoup de responsabilités sur cette question-là, de voir comment il peut encore sauvegarder, protéger l'intégrité nationale de notre pays, la RDC. Et donc il y a une grande responsabilité face à ça. Et on ne peut pas toujours parler de la paix sans pour autant avoir une armée forte. Donc c'est vraiment une priorité pour notre gouvernement de réfléchir sur cette question-là, de la recherche du développement, la recherche de la paix, se référer même à d'autres pays comme la Russie, prendre quelques stratégies. Il y a des modèles qu'il faut prendre. Qu'est-ce que la Russie a fait pour se rassurer qu'il a un adversaire qui est devant lui? Poutine a compris qu'il est avec, je donne comme illustration, Poutine a compris qu'il a un adversaire qui est l'OTAN devant lui. Il commençait à développer aussi sa stratégie militaire face à son adversaire. Mais si l'RDC aussi comprend ça, si nos politiciens comprennent aussi qu'on a un adversaire devant nous, à côté de nous, dans nos limites, dans nos territoires, il y a des adversaires dans nos pays, il y a des pays limitrophes, il y a des pays voisins. Et Rwanda, comme ça se dit déjà officiellement, moi je ne cite pas ça. C'est ce qu'on doit travailler sur cette question et commencer à développer la technologie militaire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour affronter l'adversaire? Mais on a compris que dans cette guerre, nous avons un petit souci sur la planification de la guerre. On doit toujours planifier la guerre et on doit toujours y travailler des années et des années. Et la décision qui est prise au niveau de Kinshasa, on a compris que c'est une décision qui n'a pas été bien planifiée pour affronter directement l'adversaire. Donc ça crée un petit souci. Sur la question de planification. Vous dites que nos autorités n'ont pas eu le temps suffisant de pouvoir préparer cette guerre, de planifier la guerre. Tout à fait. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé l'agression à l'est du pays.
Il y a beaucoup d'années qu'on a observé ces défis de l'agression de notre pays. Donc, on doit toujours travailler. Nous avons une main-d'œuvre, nous avons des jeunes capables aussi de travailler, mais il n'y a pas une politique d'exploitation de cette main-d'œuvre pour la défense de l'intégrité. Et donc, si nous analysons même la qualité de la formation de nos militaires, il y a un petit souci sur cet aspect-là. La technologie par rapport, est-ce que dans chaque année, il y a une prévision budgétaire face à la défense de l'armée congolaise? Très important. Est-ce qu'il y en a? C'est ce qui pose problème. Moi, je donne l'exemple du Rwanda. Moi, je pense bien que le Rwanda continue toujours à travailler sur son armée. Parce qu'il sait que si l'armée rwandaise n'est pas forte sur le plan diplomatique, le Rwanda n'aura pas vraiment un impact. Si le Rwanda s'impose sur le plan diplomatique, c'est parce qu'il a compris qu'il faut avoir une armée forte qui va imposer les enjeux internationaux. Très important, M. Tito. Merci pour cette actualité. C'est très important, mais également pour vos idées que vous venez de développer. Elles sont vraiment importante. Madame, Messieurs, vous le savez peut-être, les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, son Excellence Thierry Mwami Kuba, qui est en train d'ailleurs de nous regarder en pareil état, a demandé à tous les anciens combattants de pouvoir rejoindre l'armée congolaise pour barrer la route à tous les ennemis de la République. Mais c'est là. Aussi, beaucoup de jeunes sont désœuvrés, beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi, beaucoup de jeunes sont vraiment chômeurs dans la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous avons pensé inviter Monsieur Tito Kazadi, parce que lui, il est dans une organisation qui gère, aussi qui encadre les jeunes désœuvrés, afin qu'il nous parle tout d'abord de comment est-ce qu'il fait pour gérer les jeunes désœuvrés pendant cette période de guerre. Monsieur Tito Kazadi, bonjour et bonne arrivée encore une fois. Et dites-nous comment est-ce que vous gérez les chômeurs ou bien donc les demandeurs d'emploi dans cette période de guerre. Oui, vous savez, dans notre pays, il y a au moins plus de 10 millions de jeunes diplômés chaque fin d'année. Donc chaque année, la RDC produit au moins plus de 10 millions de jeunes diplômés qui n'ont pas un encadrement auquel le gouvernement ne réfléchit même pas sur l'encadrement de ces jeunes qu'ils sont en train de mettre sur le marché. Et donc après l'obtention des diplômes, des licences, il n'y a pas un autre encadrement. C'est vrai, il y a l'INPP, mais nous, Action d'aide aux demandeurs d'emploi, on a compris que l'INPP a un prix qui est élevé, qui n'est pas adapté par rapport à la situation de nos jeunes qui n'ont pas de moyens financiers. Quand l'INPP demande, par exemple, pour une formation de 150 jeunes qui est en chômage, il ne sera pas capable d'avoir cet argent pour accéder à une formation. Mais nous, en tant qu'action d'aide demandeurs d'emploi, nous avions dit que nous devons quand même dévier cette pratique de l'INPP. Cherchons une stratégie que nous devons mettre, faciliter à tous les jeunes diplômés d'avoir un encadrement professionnel afin qu'ils puissent bien s'encadrer, s'orienter dans la recherche d'emploi. Raison pour laquelle nous organisons des formations professionnelles par rapport aux filières que les jeunes diplômés ont fait à l'université. Nous orientons les carrières professionnelles à un jeune qui a fini les études et nous encadrons les jeunes dans de différentes formations. Vous avez été témoin dans une formation qu'on a organisée, vous étiez sur place pour aider les jeunes à sortir dans ces chômages. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées, il y a des formations de conduite automobile, ce sont des formations qui permettent, même si tu es dans un domaine qui n'est pas de conduite, tu te débrouilles quand même pour avoir quelque chose. Et cela permet à ce que les jeunes puissent avoir un encadrement. Malheureusement, on a essayé de faire des plaidoyers au niveau du gouvernement. On a envoyé des lettres au niveau du gouvernement provincial et du gouvernement national pour soutenir cette jeunesse qui a l'envie aussi de se développer. Vous savez, c'est le gouvernement normalement qui devrait aider à ce que tout le monde puisse avoir un niveau technique. Alors nous, on a compris que
avec les systèmes éducatifs de la RDC, ne permet pas à ce qu'un jeune puisse accéder facilement à gagner sa vie propre. On se limite seulement aux études qu'on a faites. Tu as fini en droit, tu penses que tu te limites à avoir un travail qui est dans les filières des droits. Mais tu ne réfléchis pas autrement. Mais l'action d'aide aux demandeurs d'emploi encadre ces jeunes pour les montrer que la vie ne se limite pas dans un seul domaine. Il faut être multi-domaine. Et puis avec les systèmes qui ne nous permettent pas d'avoir un emploi, ça crée un petit souci sur la gestion de nos jeunes. La raison pour laquelle vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont désespérés et s'envoient directement aux groupes armés parce qu'ils n'ont pas cet encadrement. Mais avec les efforts de l'action des demandeurs d'emploi, nous sommes quand même en train de réduire un peu les taux de chômage qui attrapent nos jeunes ici dans la province du Nord Kivu en particulier. Comment vous faites pour encadrer ces jeunes? Parce que vous dites que vous encadrez ces jeunes chômeurs. Comment vous faites pour les encadrer? Tout à fait. Nous organisons des différentes formations, des formations professionnelles qui cadrent avec des formations qui sont vraiment qui peuvent résoudre un besoin dans une société telle que une formation qu'on a organisée, formation de conception de projets. Donc, il y a une formation. Cela, vous l'organisez gratuitement? Justement, avec $5, un jeune accède à une formation librement, à action d'aide humanitaire. C'est ce qui fait la différence avec l'INPP et d'autres organisations, d'autres centres de formation, parce que nous venons justement encadrer ces jeunes. Après avoir terminé les études, nous encadrons ces jeunes pour élaborer les CV, comment faire les CV, comment aussi commencer à chercher l'emploi et comment aussi accéder à un emploi. Comment vous faites pour accéder à ces jeunes désœuvrés, ces jeunes que vous appelez chômeurs? Nous sommes en partenariat avec l'ONEM. L'ONEM, c'est notre premier partenaire. Et donc, on est en collaboration avec l'ONEM. Il y a une marmite de jeunes qui se réunissent toujours à l'ONEM chaque fois pour la recherche d'emploi. Et nous sommes là pour les donner des formations adaptées aux besoins réels de la société. Voici ce que nous faisons. Ok. Dites-nous, comment est-ce que vous trouvez les experts pour encadrer ces jeunes-là? Est-ce que vous les payez? Et si vous les payez, d'où viennent vos financements? Évidemment, nous faisons une sélection des experts. Et donc, on a essayé de faire des partenariats avec des organisations humanitaires pour voir si réellement ils peuvent appuyer une formation, à part appuyer la formation sur le plan financier et sur le plan aussi ressources humaines, ils peuvent nous envoyer des experts pour soutenir cette jeunesse afin que nous puissions quand même résoudre ces fléaux de chômage dans notre pays. Monsieur Tito Kazadi, dites-nous, c'est quoi l'impact de la guerre, surtout dans votre travail d'encadrement des jeunes chômeurs? Oui, en fait, l'impact de la guerre à ce stade que nous sommes en train de traverser avec cette crise politique que nous voyons dans notre pays, il y a beaucoup de désespérance de nos jeunes qui désespèrent à un avenir meilleur, qui disent qu'il n'y a pas vraiment un espoir pour le pays. Mais j'ai oublié un aspect que l'action d'aide aux demandeurs a aussi une responsabilité d'encadrement psychologique. Okay. Nous avons un temps aussi pour montrer des valeurs de notre pays, d'enseigner l'éthique pour nos jeunes demandeurs d'emploi, que nous devons aimer notre pays malgré la situation que nous sommes en train de traverser. Nous devons soutenir notre gouvernement afin que nous puissions quand même chercher une solution. On n'est pas là pour combattre notre gouvernement, mais on est là pour soutenir, appuyer notre gouvernement. Dans cette période, l'encadrement psychologique est au centre parce qu'on a fait même une activité qu'on a réuni quelques jeunes pour les montrer quand même. On doit toujours, pour les enseigner sur l'éthique et aussi sur la déontologie, mais aussi on a donné un cours là de civisme
pour ces jeunes demandeurs d'emploi. Donc c'était un encadrement du droit de l'homme, c'était gratuitement qu'on a fait pour essayer encore de réorienter le moral de nos jeunes demandeurs d'emploi. Donc on est obligé d'encadrer à ce stade des situations que nous traversons. Le gouvernement congolais doit soutenir cette action d'aide aux demandeurs, cette association d'action d'aide aux demandeurs d'emploi, pour que nous puissions quand même essayer de conserver l'esprit patriotique dans nos jeunes qui sont en train de demander l'emploi. Alors, M. Tito, dites-moi qui est derrière vous, parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un travail facile, hein? Dites-nous, qu'est-ce qui vous finance au fait, à part l'ONEM que vous venez de citer? Y a-t-il d'autres organisations qui vous financent? En fait, c'est que nous sommes en train de travailler sur les plaidoyers au niveau même du gouvernement provincial. On a été chez le gouverneur militaire, malheureusement, on n'a pas reçu l'audience. On a expédié même la lettre en disant que les jeunes demandeurs d'emploi veulent quand même vous recevoir. Rien du tout. Au niveau national, on a aussi expédié des lettres pour la question de l'encadrement de ces jeunes demandeurs d'emploi. Mais c'est qu'il n'y a pas donc quelqu'un qui est derrière nous, mais plutôt nous vivons par l'autofinancement. Nous-mêmes, avec nos contributions propres, les jeunes se donnent pour contribuer à la survie de cette association d'action d'aide aux demandeurs d'emploi. Avec les petites contributions là de formation, ce qui facilite à ce que l'organisation puisse survivre. Et donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est derrière nous. On n'est pas derrière les politiciens, mais nous sommes en train de chercher comment répondre quand même, réduire quand même le taux de chômage qui est observé, qui est élevé dans notre pays. À part ça, c'est quoi encore votre vision? La vision de ADEC, Action d'aide aux demandeurs d'emploi, c'est d'abord l'encadrement des jeunes demandeurs d'emploi et faciliter à ce que tous les jeunes demandeurs d'emploi puissent accéder d'abord à un emploi décent. C'est ça ce que nous avons comme une vision, c'est d'avoir l'emploi. Encadrer cette jeunesse négligée par le gouvernement. Moi, je disais négligée par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune politique que le gouvernement a pour soutenir cette jeunesse. Pas seulement le gouvernement, même les grands hommes du pays font semblant à ces fléaux de chômage que nous observons. Mais nous avons dit qu'en tant que des patriotes, nous devons quand même faire quelque chose pour soutenir notre pays. Et donc, notre vision, c'est d'encadrer d'abord cette jeunesse sur tous les plans, sur le plan psychologique et sur le plan aussi financier, de se rassurer que quand même, malgré il y a un fléau, il y a un problème en face, on ne peut pas croiser les bras, mais nous devons combattre avec notre gouvernement et chercher une solution avec notre... Malheureusement, il y a un petit souci quand nous avons des projets, parce que ce sont des cadres de conception d'action et de gestion. Quand il y a des projets qu'on donne au gouvernement, les gouvernements, aucune suite favorable que nous recevons de la part de notre gouvernement. Ah bon? Il y a beaucoup de projets que ces jeunes demandeurs d'emploi conçoivent et soumettent au gouvernement congolais au niveau provincial, même au niveau national, aucune suite, aucun soutien favorable. Il y a beaucoup de projets que nous avons plus de 100 projets, parce que ce sont des jeunes qui ont fini les études et ils ont même entré dans beaucoup d'organisations humanitaires, nationales et internationales, et ils ont quand même les niveaux. Ils ont des capacités à ne pas négliger, moi je vous dis, ce qui est vrai. Et même, il y avait un projet qu'on avait même envoyé au ministère, un projet d'exploitation des poissons dans le lac Kivu, ici. Mais il n'y avait aucune suite de la part du gouvernement. Donc, notre vision reste toujours d'encadrer et de chercher la solution pour notre pays. Ce sont des jeunes, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'emploi, mais ils ont quand même des bagages intellectuels qui peuvent aider notre pays à avancer même d'avance. Alors, M. Tito Kazadi, dites-nous selon vous, parce que vous êtes déjà expert, vous êtes chercheur, dites-nous selon vous, comment est-ce que nous pouvons réduire les taux de chômage chez nous en République démocratique du Congo? Je pense bien que pour réduire les taux de chômage en RDC, il faut toujours créer des richesses. La création des richesses, c'est de créer toujours des entreprises qui peuvent résoudre
les vrais problèmes, les problèmes réels de la société congolaise. Mais on est étonné parce que on a oublié les activités qui pourraient aider notre pays d'aller de l'avance, telle que l'agriculture est négligée dans notre pays. Tout le monde veut entrer dans des situations, dans des services publics, mais le gouvernement lui-même oublie l'agriculture. Il n'y a pas une politique dans l'agriculture. Même dans l'ancien temps, on vivait par l'agriculture. Mais ce qui est étonnant d'abord, c'est quoi? Notre pays lui-même ne cultive pas. Nos pères, nos parents ont vécu par l'agriculture. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous n'avions pas cet esprit de cultiver. Alors, nous voulons manger quoi? C'est ce qui cause problème. Il n'y a pas l'esprit de cultiver, il n'y a pas l'esprit d'élevage, il n'y a pas une politique qui peut aider à élever les niveaux techniques de la population. Vous prenez même l'exemple de la Chine. La Chine, là, ce sont des gens qui travaillent dur. Les Chinois travaillent. Oui. Leur niveau technique n'est pas comme le niveau technique de la République démocratique des Congolais. Pourquoi? Parce que le gouvernement lui-même, c'est un catalyseur du développement. C'est le gouvernement qui a la politique du développement du pays. C'est le gouvernement qui facilite le développement du pays. C'est à partir de la politique des gouvernements qu'on peut développer les pays, qu'on peut créer des entreprises. J'ai vu des histoires là des COPA. C'est vrai, c'est une initiative, mais est-ce que vraiment ça va résoudre? Il y a un petit souci sur la sélection. La sélection pose problème sur le point où il n'y a pas une vraie étude sur les vrais problèmes réels que nous voulons résoudre. On a facilité les grands entrepreneurs qui ont des moyens, qui paient la CNCS, qui paient l'IPER, mais on n'a pas facilité, on n'a pas fait recours à des jeunes capables et des jeunes qui ont des projets, comme mes jeunes là de l'association d'action des demandeurs, qui ont des projets les projets qui peuvent aider, je dis bien aider notre pays. Ah bon? Des projets qui peuvent aider notre pays. Parce que moi, j'encadre plus de 800 jeunes qui sont cadres de conception, d'action et de gestion. Des licenciés. Et vous avez un bureau ici à Goma? On a un bureau, évidemment. Mais on a eu un petit souci sur la survie de notre bureau. Mais les jeunes là, parce qu'on a dit que c'est une action d'aide aux demandeurs, mais faisons ça il y a des différents départements, des experts, des gens qui sont là pour concevoir les projets et soumettre. Alors, j'ai vu des grands projets qui peuvent aider au développement de notre pays. Pourquoi j'ai dit ça? Mais ces projets-là ne trouvent pas accéder dans des histoires-là de COPA. Parce qu'ils n'ont pas de possibilités pour payer les INPP, toutes les conditions qu'on a mises à la disposition. Avec cette politique, c'est bien nous encourager l'initiative, mais facilitons à ce que tout le monde ait la chance d'apporter son idée pour l'émergence de notre pays. C'est ce que même les États-Unis faisaient pour les grands entrepreneurs. Les États-Unis font quoi? Trouver qu'il y a de bonnes initiatives. Les États-Unis te soutiennent quand tu deviens milliardaire, tu commences même à prêter. Vous-même, les États, l'État même. Vous comprenez? Mais il n'y a pas cette politique-là. Il y a beaucoup d'idées qui sont mortes. Ok. Merci, Monsieur Tito Kazadi. Selon vous, quelles sont les responsabilités du gouvernement face à ces fléaux? Ce que je dis bien, c'est quoi? Je vais rappeler encore que le gouvernement est toujours le catalyseur du développement. C'est-à-dire, il y a une responsabilité, c'est vrai, du gouvernement, il y a aussi une responsabilité de la part de la population, pour élever aussi le niveau technique. J'ai donné même l'exemple de la Chine, la population chinoise, avec la population congolaise. Pourquoi la population chinoise a un niveau technique du développement plus que la population congolaise? La part du gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement veille à ce que son peuple puisse finalement avoir un niveau technique pour répondre aux problèmes de la population, aux problèmes réels de la population. Pourquoi? Comment y accéder? Avec des stratégies de faciliter cette population à avoir des initiatives, de soutenir les initiatives, de faire de bonnes sélections.
pas de politique, de faire de bonnes sélections pour ces initiatives, on peut toutefois relever les niveaux techniques de notre pays. Merci. À part aussi ça, revoir encore les systèmes éducatifs congolais. J'ai aimé un député là qui disait que on ne peut pas rester toujours en train d'étudier la langue étrangère. Tu l'as suivi? Il avait vraiment tout à fait raison. On ne peut pas rester en train d'étudier le français. Ce n'est pas ça le besoin réel de la population. Cherchons comment adapter les systèmes éducatifs par rapport à la situation auquel nous sommes en train de... Nous avons besoin de développer l'agriculture, nous avons besoin de développer l'élevage, nous avons besoin de développer nos minéraux, de faire tout. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit adapter l'éducation congolaise. Merci. Alors, Monsieur Tito, peut-être la dernière question avant que vous donniez vos coordonnées à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Dites-nous, c'est quoi les propositions? Les premières, vous allez les raccorder au gouvernement qui est en train de nous regarder, à toutes nos autorités congolaises qui nous regardent à par instant. Deuxièmement, vous allez donner quelques demandes ou bien donc quelques recommandations à la population congolaise, particulièrement les demandeurs d'emploi. Tout à fait. La première recommandation que je peux donner au gouvernement congolais, c'est d'abord chercher la paix. Parce que tout ce que nous avions cité là-bas, sans la paix, on ne peut pas accéder au développement. Et pour accéder à la paix, il faut toujours travailler sur la question de la sécurité, de l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. Très bien. On ne peut pas parler de la paix avec tout ce que nous sommes en train de traverser à l'est du pays. Il faut toujours la paix. Et pour y arriver, nous avons des main-d'œuvre. Le Congo a une population, a une jeunesse capable de défendre l'intégrité. Mais il y a un problème de l'organisation. Il y a un problème de l'orientation de la politique de l'exploitation de l'homme congolais face à l'exercice et à l'exécution du service de patriotisme dans son pays. C'est ce qui cause problème. Il n'y a pas une politique que le gouvernement congolais met pour exploiter l'homme congolais ou exploiter évidemment l'homme congolais au service de la nation. Donc, on grandit, on évolue sans servir les pays. Okay. C'est ce qui cause problème. Avec cette population, si on avait une meilleure politique, on devrait toujours être au service du pays. Mais le problème est qu'il n'y a pas une orientation face à cette question. Nous sommes en train de traverser une situation très compliquée, raison pour laquelle on nous agresse facilement. Aucune organisation. Ce que je peux dire à cette question-là de proposition est qu'on puisse revoir les aspects-là de l'éducation surtout. Très bien. L'éducation congolaise n'est pas adaptée d'abord à la vraie réalité. J'avais aimé, si c'était un député qui a dit, même la politique des réservistes, c'est important. Qu'un Congolais, un jeune diplômé, puisse avoir quand même une notion pour la défense de sa patrie. C'est le ministre. C'était le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Tout à fait. C'était une meilleure politique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, mais n'ont pas de tactiques, pour défendre leur patrie. Ça, c'est un défi d'abord. Donc, tout dépend de la conception de la politique de la nation. Le gouvernement est là pour conduire la politique de la nation. Alors, la deuxième proposition, c'est de voir comment allouer toujours des biens, des fonds pour alimenter toujours la défense. Parce que la défense, c'est ce qui va nous amener la paix. On ne peut pas parler, même si nous disons l'exploitation, l'agriculture est abandonnée au Congo, les pêches, évidemment, j'ai parlé ça dans mes interventions, mais on ne peut pas y accéder tant que nos territoires sont envahis par les ennemis. C'est impossible d'y accéder. C'est impossible. C'est impossible de faire l'agriculture. Mais tout dépend de la défense de l'intégrité de la nation. C'est-à-dire, il y a un défi au niveau de la défense de l'intégrité, de la défense de la RDC. La technologie militaire continue toujours à évoluer.
Nous devons aussi être à la page avec la technologie. Je vis, il y a des militaires rwandais qui utilisent des lunettes, de nuit, en train de voir l'adversaire. Très loin. Mais nous, est-ce que nous avons ça? Bon, je ne sais pas, c'est entre parenthèses, entre guillemets. Mais nous en avons bien sûr. Est-ce que c'est suffisant, tout ça? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Est-ce que la formation de nos militaires, est-ce que ce sont des formations vraiment efficaces? Qui nous a formés? Pourquoi la RDC ne peut pas même demander à la Russie de venir former nos militaires ici? D'avoir un partenaire, une puissance qui peut nous appuyer. Il y a des militaires suisses qui sont ici pour la formation. C'est pour la formation, tout ça. C'est bon déjà, mais la guerre se prépare. La guerre se prépare et il faut avoir du temps pour affronter l'adversaire. Donc la question primordiale, c'est la défense de l'intégrité nationale. Ok, quelques propositions aux jeunes désœuvrés qui vous regardent par instant et tous les jeunes Congolais qui aimeraient vous écouter. Bon, la proposition est que nos jeunes ne puissent pas croiser les bras, continuent toujours à soutenir notre association Action d'aide aux demandeurs d'emploi, qui donne toujours des conseils d'entrepreneuriat, des conseils de recherche d'emploi, de continuer toujours à créer des entreprises et continuer toujours à aimer notre pays. C'est notre pays. Nous sommes obligés d'affronter tout ce qui est fléau dans ce pays. Le chômage, c'est vrai, augmente, mais aucun politicien parle de ce chômage dans ce pays. Mais nous sommes obligés de chercher, d'apporter, de réduire même quelques taux de chômage dans notre pays. Donc, unissons-nous pour travailler sur la question du chômage. On n'a pas de moyens suffisants, mais nous devons soutenir notre association Action d'aide aux demandeurs afin que nous puissions quand même chercher la solution à ces fléaux que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Comment vous trouvez Comment est-ce que ces personnes peuvent vous trouver, vos coordonnées? Nous sommes toujours à l'ONEM. Nous sommes, comme j'ai bien dit, on est en partenariat avec l'ONEM. Nous avons les lieux de la formation. C'est proche de l'ONEM. Si vous arrivez à l'ONEM, vous demandez une salle. On avait reçu un partenariat avec un papa, un pasteur qui a ressenti vraiment les douleurs aussi de voir les jeunes en train de souffrir. Il a dit non, Monsieur le Président, si je peux vous donner un espace afin que vous puissiez aider les jeunes à avoir des formations. Dieu merci parce qu'il y a des centaines de jeunes ont reçu des formations, des centaines de jeunes ont reçu d'emplois par rapport, par le soutien de l'action d'aide aux demandeurs d'emploi. Avec l'aide du pasteur que je salue en passant, qui nous a donné un espace pour encadrer tous ces jeunes-là. Et donc, nous sommes à l'ONEM et c'est proche là où nous passons nos formations. Vous avez un numéro officiel auquel on peut vous contacter? Il y a un numéro 097 56 85 765. Merci beaucoup, Monsieur Tito, d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes très heureux, on croit que ça ne sera pas la dernière fois et pour d'autres questions, on sera honoré de vous recevoir. Merci beaucoup, cher Faustin. Vraiment, je suis content de vous. Voilà, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. 30 bonnes minutes nous ont suffi pour la production de cette nouvelle émission que vous chérissez bien. L'émission s'appelle Entretien. Cette émission vous parvient tous les jours sur Web Info TV. Faustin Douni Achansar, c'est moi toujours qui vous présente cette émission. Il a toujours été de l'autre côté derrière les caméras. On l'appelle ingénieur technicien, également webmaster. On l'appelle Monsieur Thomas. Nous sommes très heureux de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ouvrez également votre cloche de notification pour ne rien rater sur cette excellente chaîne Web Info TV. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dire pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.